Au cours de quelques 14 000 ans, l'Empire Vorak avait maîtrisé la technique de classification de chaque créature sensible dans l'espace connu grâce à son intellect illimité et à sa capacité infinie d'autotorture bureaucratique. Un monument à la philosophie organisationnelle inspirée par le TOC, leur base de données, pourrait révéler le niveau de danger précis, les préférences alimentaires et les habitudes d'accouplement de plus de 47 millions d'espèces uniques. Des algorithmes de prédiction du comportement des nuages de gaz quantiques conscients des matrices de négociation cristalline de l'esprit collectif, et un manuel étonnamment complet sur la façon de manger avec des plantes carnivores faisaient tous partie de leur arsenal. Ils étaient bien sûr totalement perplexes face aux gens. Compte tenu des capacités du Vorak à scanner des systèmes stellaires entiers, à la recherche de schémas neuronaux organiques, à traiter les pensées collectives d'1 milliard d'esprits simultanément et à identifier les affiliations politiques d'une seule bactérie à 17 années-lumière de distance, cette omission particulière pourrait sembler remarquable. Cependant, pour une raison quelconque, ces chiens de garde galactiques avaient classé les humains comme des anomalies bipèdes quelque peu inquiétantes, un terme délicieusement nébuleux, et les avaient immédiatement oubliés pendant 3 siècles. Sans l'incident qui est arrivé au coordinateur de recherche Blitz Kellerman lors de son voyage vers la périphérie extérieure, l'erreur aurait pu persister indéfiniment enfouie sous des piles d'apathie bureaucratique et d'échanges de notes interdépartementales. En termes humains, l'expédition était ordinaire, c'est-à-dire qu'elle consistait en un groupe de scientifiques vaguement liés, équipés d'un besoin insatiable de connaissances de ressources insuffisantes et d'une croyance sincère en la bonté fondamentale du cosmos. C'était aussi rationnel que de jongler volontairement avec de l'antimatière, les yeux bandés selon les normes Vorak, un acte inexplicable d'irresponsabilité cosmique. Des comités sur des comités avaient laborieusement élaboré, affiné et testé le protocole d'évaluation des menaces 847B de l'Empire Vorak sur de nombreuses générations. Le seul scénario qui n'avait pas été testé était, semble-t-il, celui dans lequel une espèce se dispersait volontairement à travers les régions les plus dangereuses de la galaxie. Section afin de découvrir ce qui se trouve au-delà. Le protocole était basé sur la prémisse que tout être sentient mettra inévitablement l'accent sur la survie, l'expansion de son territoire et l'acquisition de ressources. Une espèce qui apportait des sandwichs et partait en excursion sur des sites où des sociétés raisonnables avaient placé des drapeaux d'avertissement n'était pas prise en considération. Avant même que le problème humain ne traverse son bureau, le haut commandement Vorax Skar Ganache examinait les rapports trimestriels. Ces êtres avaient installé des avant-postes de recherche dans 17 systèmes différents sans déclencher aucun réseau de défense automatisé comme l'indiquaient les briefings de renseignement. Il semblait qu'ils échangeaient des mots et faisaient des grimaces que personne ne pouvait comprendre. De manière inquiétante, il semblait former des liens de meute avec presque toutes les espèces qu'il rencontrait, y compris certaines qui cherchaient à les attraper. La bureaucratie vorace a dicté la création d'une équipe de travail spécialisée, la création de protocoles d'évaluation préliminaire et une période d'attente d'au moins 6 mois pour la documentation correcte, tout cela en réponse aux besoins urgents d'attention. Les gens avaient peu de patience pour la paperasse, malheureusement. Leur propension inquiétante à considérer les scénarios de premier contact comme des opportunités sociales plutôt que comme des événements potentiels d'extinction, leur apparente indifférence à la raison commune et leur croissance en secteurs de plus en plus isolés étaient tous décrits dans le flux continu de rapports. Enfin, Skaran donna le feu vert pour une intervention directe, envoyant le groupe de chasse Alpha 7 en mission pour mettre en œuvre ce que le gouvernement appellerait un programme d'échange culturel. Pour le dire autrement,
Cela signifiait envoyer 3 des assassins les plus mortels de l'Empire pour éliminer l'équipe de recherche humaine avant que leur existence inexpliquée ne puisse se propager à d'autres régions. C'était une difficulté administrative résolue de manière très logique selon Vorak. La station Nexus Gamma 7, un avant-poste de recherche distant qui violait techniquement environ 47 normes de sécurité distinctes, était le centre d'intérêt du groupe de chasse. La composition atmosphérique de la planète autour de laquelle la station orbitait était de 60% de méthane, 30% de vapeurs nocives et 10% d'aérosols que les experts humains caractérisaient avec enthousiasme comme étant scientifiquement intrigants. C'était le genre d'environnement où les accidents étaient courants et la perte d'une équipe de recherche ne susciterait guère plus qu'une entrée curieuse dans les registres de quelqu'un. Y a-t-il quelque chose qui pourrait mal tourner? Blitz Kellerman, le coordinateur de l'étude, a embrassé la xénobiologie avec le genre d'enthousiasme énergique que l'on voit généralement chez les extrémistes religieux ou les gagnants de loterie. Il avait 34 ans lorsqu'il avait déjà survécu à des premières rencontres avec 17 espèces hostiles, 3 occurrences impliquant des dimensions et une rencontre particulièrement remarquable avec des formes géométriques sensibles qui lui avaient donné une phobie irrationnelle des triangles et un tic persistant au visage. Il était soit incroyablement chanceux, soit incroyablement intuitif, selon ses collègues. Kellerman se voyait plutôt comme un optimiste scientifique. Le cosmos semblait être un gigantesque puzzle créé pour l'amusement de Vex Thornwick. Elle était une experte en théorie du chaos et une détectrice de motifs professionnels. Elle avait déjà écrit des articles sur la géométrie fractale de la diplomatie interespèce, la beauté mathématique du combat galactique et les relations statistiques inattendues entre l'annihilation planétaire et la qualité du café local à l'âge de 28 ans. Chaque interaction, selon sa vision xénobiologique, était une pièce d'information intrigante à inclure dans l'équation de l'absurdité cosmique. À 22 ans, Pip Voidstrider incarnait l'avenir de la recherche scientifique humaine en tant que jeune chercheur équipé de suffisamment de technologies d'enregistrement pour documenter la mort thermique de l'univers. Bien que sa première motivation pour rejoindre le voyage était de remplir une exigence de graduation à son institution, il s'est vite rendu compte qu'il avait un don naturel pour voir l'extraordinaire dans les aspects les plus ordinaires de la vie extraterrestre. Des signaux audio de quasars lointains aux caractéristiques aérodynamiques des plantes extraterrestres, ses notes d'études couvraient tout. Le camp d'expédition Gamma 7 était un modèle de philosophie d'ingénierie humaine qui mettait l'accent sur la praticité avant l'esthétique et avait une confiance profonde dans la capacité du ruban adhésif à résoudre les problèmes structurels de base. Thornwick avait déterminé que le taux de fuite atmosphérique des 3 modules d'habitation préfabriqués qui étaient organisés en un triangle lâche autour d'un dépôt central d'équipement et reliés par des passerelles scellées était alarmant, mais pas immédiatement mortel. La technologie qui fonctionnait jusqu'à ce qu'elle cesse de fonctionner bourdonnait régulièrement dans les collecteurs solaires et les processeurs atmosphériques. Le système d'alarme périmétrique était configuré pour détecter les grands objets en mouvement par mesure de sécurité. 2 balises de détresse qui, dans environ 18 mois, contacteraient le système habitable le plus proche pour obtenir de l'aide. La conviction que la majorité des animaux hostiles n'était que mal interprétée selon Kellerman. Les mécanismes de défense tels que les tourelles automatisées, le camouflage de base et les armes défensives avaient échappé aux humains. Comme un phare, leur camp brillait contre le paysage sombre de la planète, alertant les chercheurs en danger. Cet endroit. Obtenez les autorisations nécessaires avant de lancer une attaque.
Le groupe de chasse Vorak envoyé pour résoudre le problème illustrait l'héritage impérial de violence efficace. L'unité était dirigée par Alpha Scar-Nash, qui possédait les connaissances expertes acquises au fil des générations d'élimination réussies. En tant que coordinateur tactique, Beta Venom Claw était responsable d'étudier les tendances des cibles et de déterminer les meilleurs moments pour frapper. La pragmatique de la terminaison était gérée de manière experte via le rendu osseux gamma. À un âge similaire à celui d'un adolescent humain, le plus petit membre de la meute qui remet tout en question avait la tâche difficile d'apprendre le métier tout en doutant de ses prémices fondamentales. Le jeune Vorak était comme n'importe quel autre adolescent plein de curiosité naturelle et de maladresse sociale. Une condition préalable à la graduation qui semblait de plus en plus complexe à mesure qu'il observait ses cibles spécifiques, l'extermination appropriée des formes de vie inférieures était quelque chose que la meute l'avait traîné pour terminer. Les principes directeurs de la chasse Vorak étaient la méthode, la précision et la patience, ce qui a conduit certains à considérer le meurtre comme une science. Après des semaines de recherche, ils ont finalement compris comment attaquer leur cible en étudiant ses habitudes et ses faiblesses. En général, c'était comme une version complexe de la recherche biologique qui culminait dans le meurtre méthodique des participants à l'étude. Pendant ce temps, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes avec l'ignorance béate qui convient à une espèce qui a réussi à rester en vie assez longtemps pour perfectionner les voyages spatiaux tout en exhibant des instincts de survie plus proches de ceux des plantes d'intérieur exceptionnellement stupides. Ils faisaient leurs études, mangeaient ensemble et entretenaient une amitié décontractée que le Vorak Pack trouvait gênante pour des raisons qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Des problèmes que ni le prédateur ni la proie n'avaient prévus, mais pour des raisons totalement différentes allaient surgir à cause de ce fossé entre eux. Pendant 6 cycles standards, le groupe de chasse avait observé le camp humain. C'était environ 5 cycles de plus que toute expédition de reconnaissance antérieure dans l'histoire militaire de Vorak. Dès le premier jour d'observation, les faiblesses de la plupart des espèces ont été identifiées. Afin de se fortifier, ils ont mis en place des périmètres défensifs, posté des troupes et formé des hiérarchies claires. Pour résumer, ils agissaient de manière rationnelle, sachant parfaitement que le cosmos était rempli de menaces potentielles. D'un autre côté, il semblait que les humains étaient toujours tellement fascinés par la science qu'ils étaient insensibles à leurs instincts de survie les plus fondamentaux. Chaque matin, ils sortaient de leur module d'habitation avec le même enthousiasme contagieux que des visiteurs de musées admirant une exposition incontournable. Avec une concentration laser habituellement associée à des activités qui ne se déroulent pas sur des mondes où l'air peut désintégrer la chair exposée, ils enregistraient méticuleusement leurs découvertes, collectaient des échantillons et menaient des expériences. Leur action était professionnellement offensante pour Scar-Nash. Le comportement idéal pour les espèces proies était de montrer des signes de peur, de créer des territoires et de former des hiérarchies protectrices. Ils ne devaient pas ramasser des échantillons de sol sans but, tout en fredonnant une mélodie qui ressemblait étrangement à de la musique de loisir. Les humains, lors de l'expédition de recherche, se comportaient comme s'ils étaient en longues vacances, mangeant à des heures fixes, participant à certaines activités récréatives et semblant même partager des histoires hilarantes chaque jour. Au début, le Venom Claw pensait que les humains utilisaient des tactiques psychologiques astucieuses pour cacher leur véritable force défensive en donnant l'impression d'être vulnérables. Aucun signe d'armes dissimulées, d'équipements de surveillance sophistiqués ou même de conscience rudimentaire des menaces n'avait été détecté après 3 jours d'observation méticuleuse. Il semblait que les gens étaient précisément ce qu'ils prétendaient être un groupe de chercheurs passionnés
passionnés qui s'étaient persuadés que le désir d'en apprendre davantage sur le monde était un substitut suffisant à la nécessité de rester en vie. Parce que l'analyse tactique de Bonerender dépassait rarement trouver la cible, éliminer la cible. Il devenait de plus en plus irrité par la période d'observation prolongée. Même s'il comprenait l'importance de la reconnaissance, sa patience avait atteint ses limites après 6 jours à observer les mêmes 3 humains accomplir les mêmes rituels sociaux inexplicables tout en collectant les mêmes types d'échantillons. Sa participation au briefing de mission s'était détériorée en questions répétitives sur pourquoi ils n'avaient pas été éliminés plus tôt. Run, qui doute de tout, jouait un rôle complètement différent. Au début, le jeune Vorak avait adopté une attitude naturellement enthousiaste envers la mission, voulant montrer ses prouesses de chasseur et consolider sa position dans la meute. Les cibles avaient été étudiées avec un détail inattendu pendant la période d'observation prolongée, et ces questions concernant leur élimination éventuelle devenaient de plus en plus nombreuses à mesure qu'ils continuaient à surveiller. Il n'y avait aucune étiquette d'espèce dans les bases de données de Vorak qui correspondait au schéma de comportement humain. Sans instaurer de hiérarchie de dominance, ils ont mis leurs ressources en commun. Malgré leur manque apparent d'intérêt pour avoir des enfants, ils montraient une véritable préoccupation pour le bien-être de chacun. La chose la plus déconcertante était qu'ils semblaient prendre un réel plaisir dans leurs recherches, considérant l'acquisition de nouvelles connaissances comme valable en soi, plutôt que seulement comme un avantage tactique. Runt, l'éternel sceptique, vit quelque chose le 4e jour d'observation qui lui fit repenser ses opinions sur les relations interespèces. Thornwick semblait avoir des difficultés respiratoires probablement dues à l'exposition à l'air lorsque la personne désignée comme Kellerman l'a trouvé. Kellerman est resté à ses côtés jusqu'à ce que les symptômes diminuent, refusant de profiter de sa faiblesse pour établir sa suprématie ou fuir pour sa propre protection. Aucune signification tactique n'était véhiculée par la conduite. Kellerman a montré un niveau de loyauté intense typiquement observé dans les unités familiales, génétiquement liées, a pris un risque supplémentaire en s'exposant à une possible contamination atmosphérique et semblait ne rien gagner de ses activités. Cet événement a introduit une notion qui était inexistante dans les connaissances culturelles des Vorak, l'idée que les gens entretiennent des liens sociaux pour des raisons autres que l'utilité de survie. Au cours de la période de reconnaissance, des observations similaires s'étaient accumulées. Les gens partageaient souvent des ressources, ce qui réduisait l'avantage individuel pour le bien commun. Apparemment prenant un plaisir artistique dans les formes aériennes et les caractéristiques géologiques, ils manifestaient des réactions émotionnelles face à des événements naturels inoffensifs. Leur conversation linguistique était complexe et comportait des éléments récréatifs qui semblaient n'avoir aucune utilité pratique apparente, mais ils parvenaient néanmoins à communiquer. Scarnash avait finalement donné son accord pour la chirurgie de terminaison en raison d'une combinaison de pression professionnelle et de son insatisfaction croissante face à l'exposition prolongée de sa meute à des schémas comportementaux déconcertants. Pendant ce qui semblait être un rituel social quotidien, les humains se rassemblaient dans le module d'habitation centrale pour leur repas du soir, puis ils étaient exterminés. L'assaut serait rapide, précis et exécuté conformément à des procédures éprouvées qui avaient fonctionné contre d'innombrables autres espèces. À l'exception de l'idée que l'univers pourrait être drôle, le plan était méticuleux et sans faille. Au crépuscule du 7e jour, le temps de Gamma 7 s'était stabilisé au point d'être pratiquement habitable.
Inclus étaient des niveaux de radiation de fond qui pourraient provoquer une réaction de contrebalayage et des quantités infimes d'acide sulfurique en supposant la conception de l'habitabilité de chacun. Réunis pour leur routine nocturne de consommation de suppléments nutritionnels transformés et ce qui semblait être des bavardages légers, les humains s'étaient réunis pour leur repas du soir habituel. Après 6 jours d'observation, Scar Ganache positionna sa meute conformément à leur stratégie tactique modifiée. Le dépôt d'équipement servirait de couverture pour l'avancée initiale de Venom Claw alors qu'il approchait par le corridor d'accès nord. En établissant une position de flanc, Bone Render prendrait l'approche sud et se déplacerait via la zone de traitement des minéraux. Depuis la crête orientale, Run, qui doute de tout, surveillerait, fournissant un soutien de secours et complétant le schéma d'encerclement. L'Alpha s'approcherait par l'ouest, dissimulant son mouvement jusqu'à la phase finale de l'assaut, grâce à la géographie naturelle de la planète. Après que tout le monde se soit positionné, il donnerait le signal pour une attaque coordonnée tuant les 3 humains avant qu'ils ne puissent réagir défensivement. En un clin d'œil, la procédure serait terminée et il n'en resterait aucune trace au-delà de la fréquence habituelle des défaillances d'équipement dans les avant-postes de la recherche scientifique. Les habitants à l'intérieur du module d'habitation principal ignoraient que leur soirée allait se terminer de manière dramatique. Pour Kellerman, l'expédition culinaire de ce soir consistait à assembler un assortiment disparate de conserves en un plat qui présentait une certaine cohérence. Thornwick a fourni des informations quantitatives sur l'équilibre idéal entre les compléments alimentaires et les exhausteurs de goût. Avec son zèle habituel pour documenter les détails insignifiants, Void Strider a enregistré chaque étape du processus. Comme d'habitude, la discussion avait changé de vitesse, passant des observations banales sur le lieu de travail à des conjectures philosophiques élevées concernant l'essence de la vie dans des environnements dangereux. La conscience, selon la thèse de Kellerman, est une sorte de défi organisé contre l'entropie globale. En réponse, Thornwick a présenté des preuves mathématiques montrant que, à toutes les échelles cosmiques, le chaos et l'ordre coexistaient dans un état d'équilibre dynamique. Alors qu'il ajoutait ses remarques personnelles concernant l'attrait esthétique des formations stellaires dans le ciel nocturne du secteur Void Strider, avait documenté les 2 points de vue. Au-delà du bord de leur tente, personne ne voyait aucun mouvement dans l'obscurité. Lorsque des prédateurs conçus pour des opérations furtives s'approchaient, les sens humains qui sont bons pour détecter les grands événements atmosphériques et les dangers géologiques évidents ne parvenaient pas à les percevoir complètement. Avec la grâce habile des chasseurs de haut niveau, les Vorak manœuvraient. Chaque pas était si synchronisé qu'il se fondait dans le paysage. Scar Ganache fut le premier à atteindre son poste et il s'installa dans la petite dépression qui offrait la meilleure vue sur l'entrée principale du module d'habitation. Alors que les membres de sa meute terminaient leur chemin d'approche, leur position pouvait être vue sur son écran tactique. Grâce à son camouflage biologique, Venom Claw était pratiquement invisible contre la protubérance rocheuse lorsqu'il avait atteint la position nord. Bone Bones avait pris le contrôle du côté sud, son énorme silhouette dissimulée derrière la machine de traitement de l'air. Son retard commençait à impacter le calendrier de la mission, et il n'avait posé que 2 questions. Tout restait hors de position. Il y a quelques minutes, le jeune Vorfak aurait dû atteindre la crête orientale, mais son signal restait statique à environ 50 mètres de l'endroit où il était censé monter la garde. Scar Nash alluma son système de communication sans fil. Alors que j'allais donner des ordres de mouvement direct, j'ai entendu une cacophonie de gazouillis confus, ce que j'ai interprété comme signifiant que les humains étaient en train de faire quelque chose d'inhabituel.
Cette déclaration se démarquait principalement parce qu'elle ne spécifiait rien, ce qui était surprenant étant donné que les gens avaient régulièrement adopté un comportement étrange depuis le début de la période de reconnaissance. Quand Scar Nash a voulu en savoir plus, cela a conduit à un autre long échange de mots qui en résumé se lit comme suit. Au mépris de son meilleur jugement et de sa formation tactique, l'Alpha tourna son attention vers Runt, qui enquête sur la cause du retard, en questionnant la position de tout le monde. Ces découvertes mettent en doute ses connaissances antérieures sur l'interaction interespèces et sur les objectifs déclarés de la mission. Perché de manière précaire au bord du dépôt d'équipement, le jeune Vorak fixait les humains à travers une fissure dans leur défense. Il surveillait Kellerman alors qu'il essayait de communiquer avec une petite créature indigène qui s'était égarée dans la zone éclairée du camp. Les traces thermiques du module d'habitation semblaient avoir attiré la créature qui avait à peu près la taille d'un jeune Vorak et à peu près la même intelligence qu'une unité de traitement de données typique. Kellerman semblait plus préoccupé par attirer le danger potentiel loin de leur périmètre, tout en lui fournissant des échantillons de nourriture et en émettant des sons apaisants que de vraiment l'éloigner. La créature s'approcha suffisamment pour examiner les suppléments nutritionnels fournis, démontrant un intérêt clair pour ce qui était offert. Cela semblait être une tentative de communication interespèce, et Thornwick était sorti du module pour observer l'échange, y ajoutant ses propres vocalisations. Les actions de l'humain étaient tellement hors de caractère pour les dynamiques prédateurs-proies que Scar Nash se demanda brièvement si son groupe avait correctement évalué le statut de l'animal dans la chaîne alimentaire. Peut-être que ces animaux étaient les prédateurs suprêmes sur Terre et leur apparente faiblesse n'était qu'une tactique de chasse astucieuse pour attirer des proies potentielles à portée de leur dispositif de communication. Quand Void Strider est entré dans la conversation et a commencé à filmer la discussion à une distance respectueuse afin de ne pas effrayer les espèces indigènes, cette notion s'est effondrée. Les actions des humains trahissaient leur intérêt sincère pour le bien-être des formes de vie inconnues. Des actes qui auraient été raisonnables s'ils n'avaient eu aucune tendance prédatrice. Au lieu d'une opération militaire, la situation tactique s'était transformée en quelque chose de plus proche d'une performance artistique. Un camp de recherche était encerclé par 3 tueurs professionnels. Observer 3 personnes alors qu'elles tentent de se lier d'amitié avec un animal indigène qui ressemble à une plante d'intérieur mais possède toute la résilience d'un cactus. Il semblait que le calendrier de la mission s'était complètement effondré et Scaran assistait à ce qui aurait pu être le premier cas enregistré d'être s'engageant dans une diplomatie interespèce spontanée. Ces créatures auraient dû être détruites il y a 6 minutes. C'était comme si tout dans le cosmos avait une opinion sur ce que nous allions faire ce soir. Lorsque des stratégies bien pensées rencontrent les dures réalités de la vie, des résultats inattendus en découlent fréquemment. Au milieu de son opération d'extermination méticuleusement planifiée, Scargon a eu une rencontre personnelle avec ce principe lorsque lui et sa meute ont été des participants involontaires à une conférence improvisée sur l'éthique xénobiologique. L'animal indigène avait clairement déterminé que les humains représentaient une menace gérable, alors il avait trouvé un endroit près de l'unité de chauffage centrale du camp et se régalait joyeusement des compléments alimentaires. Alors qu'il persistait dans ses efforts de vocalisation, Kellerman restait à proximité, offrant davantage d'échantillons de nourriture. Thornwick avait sorti son appareil d'analyse portable et scannait les systèmes biologiques de la créature de manière non invasive. Dans le but de futures recherches, Void Strider avait installé divers angles d'enregistrement pour capturer l'échange complet. La situation est passée de bizarre à inexplicable, parce que l'humain se souciait clairement du bien-être de la créature.
Ils semblaient sincèrement heureux lorsque la créature acceptait leur présence et prêtait une attention particulière à ses réactions comportementales, ce qui témoignait de leur désir sincère pour son bien-être. Contrairement à la vision de Dvorak sur la sélection naturelle, les rencontres ont révélé que les gens se connectaient avec d'autres animaux par compassion et compréhension plutôt que par des considérations pratiques. Le naturellement curieux Run était déchiré entre son entraînement qui exigeait une promotion rapide à la position d'attaquant et son intérêt croissant pour les événements qui se déroulaient sur le terrain. Le jeune Dvorak avait été élevé conformément aux doctrines Dvorak qui mettaient l'accent sur la force pour la survie, la force pour l'acquisition de territoire et la supériorité inhérente d'une espèce sur une autre. La probabilité de survie de l'humanité semblait astronomiquement faible, car les gens semblaient suivre des idéaux complètement différents. Skarganash aurait dû faire revenir immédiatement son groupe à leur position d'attaque après avoir reçu son ordre direct de le faire. Après tout, c'est la procédure opérationnelle standard dans les opérations tactiques. Il a plutôt reçu des réponses qui, prises ensemble, équivalaient à des observations continues d'une activité suspecte. Les cibles ont changé, et maintenant une bête locale inconnue se joint aux humains pour le souper. Il était nécessaire d'intervenir et d'aider à gérer la situation. Dans l'intention de rétablir la discipline tactique par une supervision directe, l'Alpha s'avança depuis son emplacement dissimulé vers le stockage de l'équipement. C'était une énorme erreur tactique, car son mouvement la rapprochait tellement des gens qu'il pouvait voir leurs interactions dans tous leurs détails. D'après son intérêt apparent pour leur source de nourriture, Kellerman aurait supposé que les espèces indigènes pourraient être mal nourries. Il organisait les suppléments nutritionnels supplémentaires qu'il avait pris dans leur réserve d'urgence, de manière à suggérer qu'ils seraient là pour longtemps. En décrivant les organismes à Voidstrider Thornwick, a noté que leur système biologique présentait des adaptations à un régime alimentaire très différent des ressources alimentaires de la planète. Tout ce que Skash pensait savoir sur les mécanismes des interactions entre les espèces a été anéanti lors de la discussion qui a suivi. Les gens ne se contentaient pas de supporter une forme de vie extraterrestre, ils interagissaient activement avec elle. Malgré l'absence de bénéfices évidents de ce partenariat, ils faisaient tout leur possible pour garantir son bien-être. Au-delà de l'échange immédiat, ils ont montré une préoccupation pour sa pérennité. La poursuite de l'assistance nutritionnelle et la préservation de l'environnement sont en cours de discussion. Tout ce que Runu remet en question s'est infiltré aux frontières du camp. Malgré sa formation militaire approfondie, il était attiré par une curiosité insatiable. Alors qu'il se dirigeait vers le bord de la zone éclairée, le jeune Vorax aurait dû inciter les humains à prendre des mesures de protection et les avertir d'un danger imminent. Plutôt que d'être alarmé, Kellerman semblait sincèrement intrigué par le mouvement et se tourna pour faire face au Vorak. La réaction instantanée de l'être allait à l'encontre de toutes les prédictions comportementales faites dans les bases de données tactiques de Dvorak. Kellerman, apparemment curieux, s'approcha de la limite sans reculer prendre des positions défensives ou signaler pour obtenir de l'aide. Ce qui a suivi fut une série d'événements caractérisés par le genre de désordre inévitable qui transforme des opérations bien planifiées en leçons sur la loi des conséquences imprévues. Kellerman semblait considérer l'arrivée du mystérieux prédateur extraterrestre plus comme une opportunité d'étude scientifique que comme une question de danger immédiat alors qu'il parlait au Vorak qui était partiellement caché d'une voix qui semblait accueillante. Il courait, remettait tout en question et devait prendre une décision pour laquelle sa formation ne l'avait pas préparé. Sa position lui donnait l'avantage dont il avait besoin pour assassiner l'humain qui approchait avant qu'il ne puisse informer ses camarades conformément à la doctrine tactique. J'étais personnellement intrigué par l'idée que la méthode de Kellerman offrait une chance unique d'examiner de près les schémas de comportement humain.
Alors que Kellerman se rapprochait à portée radio, le jeune Vorak a mis sa curiosité avant le protocole et est resté immobile. Les actions de l'humain continuaient d'être inattendues, comme s'il utilisait l'attitude passive du Vorax envers lui, comme un signe qu'il pouvait s'approcher de lui de plus près. Traitant l'interaction plus comme un contact diplomatique qu'un affrontement prédateur-proie, Kellerman gardait ses distances tout en émettant ce qui semblait être des sons apaisants. Les événements suivants ont été détaillés dans les rapports militaires par Vorak comme un effondrement total des paramètres opérationnels causés par un comportement anormal de la cible. Runt, qui avait auparavant accordé aux espèces indigènes le même niveau d'attention méticuleuse que Kellerman avait montré à la créature, prit un paquet de pilules nutritionnelles qu'il avait retirées de son équipement et les lui tendit. Le bébé Vorak ne fit que fixer la nourriture offerte confus par l'idée d'un prédateur partageant volontairement des ressources avec sa proie. Cette action était tellement hors de l'ordinaire pour la communication interespèce, alors que deux visions du monde divergentes cherchaient l'harmonie par le biais de compléments alimentaires de qualité inférieure, la scène se déroula dans une longue période de silence. Observant la rencontre de Kellerman Thornwick et Void Strider, s'approchèrent avec leurs ailes scientifiques habituelles. Semblant ignorer la présence d'une espèce extraterrestre comme une raison d'activer les procédures d'urgence et la considérant plutôt comme le couronnement de leur parcours de recherche. Leur réaction était tellement contraire à ce que Scar Nash avait anticipé qu'il commença à se demander si les humains avaient encore des instincts de survie naturelle. Il n'était plus possible de mener à bien la tâche conformément à la procédure standard, car la situation tactique s'était détériorée au-delà de toute réparation. À ce moment-là, 3 membres de son équipe avaient été exposés. La mission avait dégénéré en ce qui ressemblait plus à une réunion sociale qu'à un engagement militaire, une fois que les objectifs avaient pris contact avec les forces opposées. Scar Nash en est arrivé à la conclusion que le cosmos a un sens de l'humour vraiment tordu. Comme beaucoup de révolutions avant elle, celle-ci a commencé par un acte de compassion que personne n'a vu comme monumental jusqu'à bien plus tard. Dans ce qui serait plus tard considéré comme le premier cas documenté d'échange culturel volontaire entre humains et Vorak Run, qui doutaient de tout, sauf du supplément nutritionnel tendu par Kellerman, enfreignit environ 17 aspects différents du protocole militaire Vorak en même temps. Une réaction en chaîne a commencé lorsque le jeune Vorak a pris le repas qui lui était présenté. A transformé la soirée d'une opération d'élimination planifiée en quelque chose ressemblant à une réception diplomatique improvisée. Thornwick s'approcha avec son enthousiasme scientifique habituel, commençant immédiatement à documenter la rencontre tout en maintenant une distance respectueuse qui suggérait que les humains possédaient au moins une compréhension rudimentaire des protocoles de premier contact appropriés. Void Strider a établi plusieurs angles d'enregistrement, traitant le moment comme la découverte du siècle, plutôt qu'une rencontre potentiellement mortelle avec une espèce de prédateur inconnu.